N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur. Belle, acceptez-vous que je vous voie souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours, et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Mon cœur est bon. Mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous en rendre compte. Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez vos moindres caprices. J'apparaîtrai chaque soir à 7 heures. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même. Quelle est cette question? Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Adieu donc, belle. À demain. En 1946, Jean Cocteau, écrivain et cinéaste, offre à Jean Marais le rôle de la Bête dans le film La Belle et la Bête, dont la photographie s'inspire des tableaux de Vermeer et des gravures de Gustave Doré. Le pouvoir émerveillant des contes est ici mis en valeur, mais ceux-ci ont aussi un pouvoir symbolique qu'a mis en évidence Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées. Les contes de fées, tout en divertissant l'enfant, l'éclairent sur lui-même et favorisent le développement de sa personnalité. Ils ont tant de significations à des niveaux différents et enrichissent tellement la vie de l'enfant qu'aucun autre livre ne peut les égaler. Ces mots, ce sont ceux de Bruno Bettelheim, psychanalyste autrichien né en 1903, qui enseigna à l'université de Chicago et contribua au traitement de l'autisme infantile. Il reste connu aujourd'hui pour son ouvrage, publié en 1976, intitulé « Psychanalyse des contes de fées ». Souvent issus de traditions orales, les contes prennent désormais la forme fixe que leur a attribuée Perrault ou les frères Grimm. Mais si ces contes continuent à être lus et à émerveiller les enfants, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont bien écrits ou qu'ils éveillent l'imagination, nous dit Bettelheim. C'est surtout parce qu'ils montrent à l'enfant le chemin à suivre, la réalité de la vie, sans passer par une forme rationnelle. Pour qu'une histoire accroche vraiment l'attention de l'enfant, il faut qu'elle le divertisse et qu'elle éveille sa curiosité. Mais pour enrichir sa vie, il faut en outre qu'elle stimule son imagination, qu'elle l'aide à développer son intelligence et à voir clair dans ses émotions, qu'elle soit accordée à ses angoisses et à ses aspirations, qu'elle lui fasse prendre conscience de ses difficultés tout en lui suggérant des solutions aux problèmes qui le troublent. Bref, elle doit, en un seul et même temps, se mettre en accord avec tous les aspects de sa personnalité, sans amoindrir, au contraire, en la reconnaissant pleinement, la gravité de la situation de l'enfant et en lui donnant par la même occasion confiance en lui et en son avenir. Sur tous ces points, et sur beaucoup d'autres, rien ne peut être plus enrichissant et plus satisfaisant dans toute la littérature enfantine, à de très rares exceptions près, que les contes de fées puisés dans le folklore. Et cela est aussi vrai pour les enfants que pour les adultes. À vrai dire, si on se contente d'aborder superficiellement les contes de fées, ils ont peu de choses à nous apprendre sur les conditions de vie propres à la société de masse que nous connaissons aujourd'hui. Ces contes ont été créés bien avant son avènement.
Mais ils ont infiniment plus de choses à nous apprendre sur les problèmes intérieurs de l'être humain et sur leurs solutions dans toutes les sociétés que n'importe quel autre type d'histoire à la portée de l'entendement de l'enfant. Comme il est appelé à être exposé à tout moment à la société dans laquelle il vit, l'enfant apprendra certainement à s'adapter aux conditions qu'elle lui offre, pourvu que ses ressources intérieures le lui permettent. Dans les contes, on nous dit, attention, les plus grands dangers pour les femmes, ce sont d'autres femmes. Et systématiquement, lorsqu'on a des personnages masculins qui sont dangereux, vous remarquerez que c'est jamais des hommes. Subitement, on en fait des ogres, on en fait des lutins, on en fait des loups. Mais jamais, on montre que c'est le prince le problème. C'est le prince. Déjà, il arrive, il embrasse la Belle au bois dormant ou Blanche-Neige quand elles dorment. Hein, ça porte un nom, ça s'appelle une agression sexuelle. Donc voilà, c'est des choses, on va nous faire croire que le sauveur, le salut, le bonheur viendra nécessairement de ce prince qui finira par jeter les yeux sur la tour où nous sommes enfermés. Les contes sont donc en partie remis en cause par le fait qu'ils donneraient une image de prince charmant prédateur. Mais les contes sont surtout le signe d'une époque, d'une société patriarcale. Ainsi, les histoires de l'amour courtois où la femme semble être maîtresse de son destin et l'homme son vassal se développent précisément quand financièrement le pouvoir des femmes diminue. Au début du XIIe siècle, on perçoit déjà des signes de débordement. Dans la classe seigneuriale, comme dans la classe paysanne, des jeunes en surnombre, qui ne peuvent espérer une part d'héritage et se trouvent disponibles pour les grandes aventures à travers l'Europe ou pour l'aventure outre-mer. Mais quelle place tient la femme dans cette nouvelle forme de vie sociale? Au XIe siècle environ, la condition de la femme dans la classe féodale, dans la classe aristocratique, évolue en fonction même de l'évolution du fief et d'une nouvelle notion de propriété. La femme devient une propriété du seigneur, comme le fief devient sa propriété. C'est d'ailleurs au fond la vieille thèse de Engels, mais qui est reprise en dehors de toute référence marxiste. Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe que, face à toutes ces formes de propriété, dans la couche aristocratique elle-même, un certain nombre de personnes, en particulier un certain nombre d'hommes, se trouvent privés de la jouissance de ces propriétés. En fonction notamment de l'accroissement démographique, en fonction des systèmes d'héritage et de succession, toute une série de jeunes seigneurs n'ont pas cet accès à la propriété et ils se révoltent. Ce sont les jeunes cadets. Ce sont les jeunes cadets. Et nous retrouvons ici l'importance d'une classe d'âge. Nous savons bien ce que c'est aujourd'hui, les jeunes dans la naissance, la formation de l'amour courtois. Et d'ailleurs, deux très belles études, l'une d'Erich Köhler et l'autre du grand médiéviste français Georges Duby, ont souligné l'importance de ces jeunes au XIIe siècle. Ce sont ces jeunes qui veulent d'abord relancer la croisade et qui sont déçus par les échecs matériels et spirituels de la croisade. Ce sont ces jeunes qui partent à l'aventure, qui créent l'idée de prouesse, de roman courtois, et ce sont ces jeunes qui renversent la situation de la femme. Car au fond, l'amour courtois est une sorte d'utopie amoureuse dans laquelle les jeunes frustrés de la possession de la femme essayent de la reconquérir en la mettant dans une sorte de communisme des classes aristocratiques. De même que le fief devrait être divisé entre tous, la femme devrait appartenir d'une certaine façon à tous. Et là-dedans encore, l'ennemi, celui qu'il faut vaincre, celui qu'il faut exclure, c'est le mari, qui est d'ailleurs souvent un vieux féodal. Mais en même temps, et je crois que c'est ici une des apports les plus subtils et les plus intéressants d'Erich Köhler, ces jeunes aristocrates avides ne vont pas jusqu'au bout de la révolution,
parce que, au fond, ce qu'ils cherchent, c'est moins à renverser la société et le monde féodal Qu'à devenir barons eux-mêmes. Qu'à devenir barons eux-mêmes, qu'à s'y introduire, et en définitive, d'une autre façon, plus subtile, plus digne pour la femme. Ils cherchent à en faire leur propriété à eux. Une propriété, bien sûr, à l'égard de laquelle on a beaucoup plus d'égards, que l'on place beaucoup plus haut, mais qui doit aussi leur revenir, de même que le seigneur est engagé par l'hommage de son vassal, la femme se trouve engagée par l'hommage de l'amant. Et à son tour, elle devient susceptible d'une forme d'infidélité qui est une forme subtile d'une nouvelle supériorité masculine.